The Pearls of Candice Fuego. Of Candice Fuego. Hello, everybody. This is Candice from the Pearls of Candice Fuego show. Donc, on va avoir une entrevue avec une cardiologue noire du Canada. Donc, vraiment, je la dis merci d'avance de prendre le temps de vouloir nous éduquer davantage, nous informer sur les maladies du cœur, qui est une maladie qui est quand même très présente à travers le monde, dont la femme, si je ne me trompe pas, elle va pouvoir nous corriger, que je pense que au niveau des sexes, les femmes ont plus tendance à faire des crises cardiaques, ou les hommes auraient plus tendance à faire des crises cardiaques. Elle va pouvoir répondre à quelques questions que j'ai pu recevoir de différentes personnes, de différents groupes d'âge aussi. Donc, je vais laisser cette cardiologue s'introduire. Donc, peut-être plusieurs d'entre vous l'avez déjà vue à la télévision sur Radio-Canada, si je ne me trompe pas. Et oui. Donc, je vais laisser s'introduire. Tu peux y aller, ma belle. Allô tout le monde, je m'appelle Alexandra Bastiani, donc je suis cardiologue de formation depuis 2018. J'ai été formée à Montréal, à l'Université de Montréal. J'ai fait ma résidence ou ma formation en cardiologie à l'Université de Montréal. Et ensuite, j'ai déménagé en Alberta pour aller compléter une formation plus poussée ce qu'on appelle la cardiologie d'intervention. Donc, simplement, c'est en fait, je débloque les artères du cœur, en fait. Donc, quand les gens font une crise cardiaque, quand les gens ont des blocages dans les artères du cœur qui peuvent donner des symptômes comme des douleurs à la poitrine, à l'exercice et tout ça. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le cœur, puis on n'ouvre pas la poitrine, mais on passe à travers le poignet ou encore la jambe, puis on va avec nos instruments débloquer les artères du cœur. Fait que j'ai passé 2 ans en Alberta à faire ça, à me former pour faire ça. Puis j'ai commencé ma pratique tout récemment en Ontario au mois de juillet. J'ai commencé à travailler comme cardiologue d'intervention. Donc, voilà. Donc, si je comprends bien, présentement, tu habites en Ontario, tu n'es plus en Alberta. OK. Non, c'est ça exactement. J'ai déménagé. Donc, où spécifiquement en Ontario? Je suis à Thunder Bay. Thunder Bay. Yeah. Northern Ontario. Ouais, ça c'est vraiment. C'est à 18 heures, c'est quelque chose comme 18 heures de Montréal. En voiture? Oui. En avion, c'est environ combien de temps? Ah, ben c'est pas long parce que c'est à 1h30 de Toronto. Dans des bonnes conditions, 1 heure, on peut dire. Et Toronto, comme on sait, c'est 45 minutes, fait que c'est vraiment pas long. Puis il y avait des vols directs avant, mais là, c'est fini. C'est ça. Fait que c'est pas si long, mais c'est quand même, géographiquement, c'est loin de Montréal. OK. Donc, si tu pourrais nous donner un peu une idée de l'organe du cœur, comment il fonctionne, les bons côtés, les mauvais côtés du cœur, les signes importants à déceler
qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui va bien. OK. Euh, OK. Fait que dans le fond, pour répondre à ta question, la première question, tu m'as demandé de donner une idée de c'est quoi le cœur. Fait que dans le fond, le cœur, c'est moi. Puis je suis un peu biaisée, mais selon moi, c'est l'un des organes les plus importants, pour ne pas dire le plus important. C'est la pompe, en fait, du corps humain. Simplement, c'est un organe qui pompe le sang, qui envoie le sang dans tout le reste du corps humain. Cerveau, les membres, les autres organes. Donc, c'est un peu le life support. Là. C'est comme, sans ça, il n'y a rien qui se passe. Puis si on va un peu plus en détail, l'organe lui-même, souvent ce que je fais... Oh, je perds mon écouteur. Souvent, ce que j'aime faire, c'est que j'aime comparer le cœur à une maison. Parce que c'est tout comme c'est un organe qui est très simple, c'est un organe qui est aussi très complexe. Donc, c'est un peu comme une maison, fait qu'il y a des murs, les murs du cœur. Puis ça, c'est comme le muscle. C'est les murs qui sont formés de muscles. Puis c'est ça qui lui permet de battre puis de pomper. Il y a aussi des fils électriques, comme dans une maison. Le système électrique du cœur, c'est une autre composante importante du cœur. Il y a aussi les pipes ou la tuyauterie. Ça, c'est mon travail. La tuyauterie du cœur, c'est aussi super important. Quand la tuyauterie est bouchée, c'est là que les gens peuvent faire des crises cardiaques. Fait puis il y a aussi même des petites portes il y a des portes comme dans une maison qui connectent les différentes chambres du cœur entre elles. Puis on sait qu'il y a quatre parties dans un cœur, donc 4 chambres. Puis entre chacune des chambres, il y a des petites portes qui s'ouvrent, qui se... Fait que c'est vraiment comme une maison. Puis les patients adorent quand je leur explique ça comme ça. C'est comme, oh my God! Fait que c'est imagé, mais en même temps, ça nous permet de comprendre que c'est quand même assez complexe. Fait que c'est pas parce que tu as un problème au niveau de ton électricité de ton cœur que le reste du cœur ne fonctionne pas. C'est comme il y a plusieurs aspects à la maladie cardiaque. Puis moi, ma spécialité, c'est la tuyauterie. Donc, tu es notre plombier Yep. au niveau cardiaque. Oui, c'est ça. OK. Donc, explique-nous, exemple, les malaises qu'on peut avoir lorsqu'on est couché. Lorsqu'on se repose, puis on a un battement de cœur qui devient automatiquement irrégulier, donc ça va super, super vite. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui serait la cause de ça selon toi? Je sais qu'il y a plusieurs possibilités, mais selon toi. C'est intéressant comme question parce qu'il y a plusieurs possibilités à ce genre de symptômes. Le cœur, c'est comme je parlais de l'électricité du cœur. En général, les battements du cœur, c'est relié à l'électricité du cœur. Okay? Donc, théoriquement, le cœur bat de façon très régulière à une vitesse qui est relativement toujours la même, à part si on fait un exercice ou des fois on est plus relax. Physiologiquement parlant, donc normalement, quand on dit physiologiquement, ça veut dire que c'est normal, le cœur diminue, la fréquence cardiaque diminue pendant la nuit, des fois jusqu'à 30-40 battements par minute, ce qui est pas abnormal, okay? C'est normal, parce que tout notre système est un peu au repos, donc ça inclut le cœur qui se met lui-même au repos. Si jamais on fait l'exercice, là, ça peut monter jusqu'à X, OK? Puis théoriquement, notre fréquence cardiaque on sait que la fréquence cardiaque normale à l'exercice, quand on dit notre fréquence maximale prédite, okay? Donc ce qu'on devrait normalement être capable de faire, si on veut avoir une idée de c'est quoi notre fréquence maximale, c'est 220 moins notre âge. Donc si on arrive à se rendre à ce chiffre-là, ben c'est qu'on est pas mal en forme. Okay? Maintenant, quand notre cœur, que ce soit au coucher ou durant la journée, ce qui arrive des fois, c'est que il y a des glitches. Le corps humain, c'est pas parfait. Il y a des glitches. C'est comme quand notre œil twitch ou quand on a des fourmis dans une jambe, on n'est pas alarmé. Ben, des fois, le cœur aussi a un glitch, puis on skip un battement. C'est comme s'il y avait eu un petit court-circuit au niveau électrique. Skip un battement, puis là, des fois, ça peut même faire mal. Des fois, c'est comme, oh, OK. C'est comme un gros coup. Des fois, c'est comme plusieurs battements qui sont rapprochés puis qui vont super vite. Ça dure quelques secondes, puis ça arrête. OK? Ça, en général, c'est juste un glitch. C'est juste c'est comme normal. C'est une anomalie normale, on peut dire. OK? Maintenant, si ça dure plusieurs minutes, parce que là, tout ce qui peut être normal peut aussi devenir anormal.
Moi, j'aime dire que que la médecine, c'est comme un spectre. Hein. On peut avoir un symptôme qui, dans une certaine situation, est complètement normal, comme si pendant quelques secondes, une fois ou 2 semaines, le cœur fait boum, boum, boum pendant quelques secondes. Ça, c'est normal. Mais ce même symptôme-là, s'il dure 15 minutes, puis s'il arrive à tous les jours, on a un problème. OK? Fait que c'est pour ça que je veux vraiment mettre l'accent là-dessus que faut toujours mettre en contexte quand les gens ont des symptômes. Puis je veux dire ça d'emblée avant qu'on continue l'intervention, que dans le fond, si jamais quelqu'un est inquiet, ça coûte rien d'aller à l'urgence. Littéralement, ça coûte rien. Ça coûte du temps, mais la paix d'esprit aussi, puis s'assurer qu'on n'a rien de grave. OK? Donc, c'est comme tu dis, les palpitations au coucher, on se couche. Déjà, quand on se couche, puis on est plus calme, on est plus à l'écoute de son corps. Donc, on va commencer à sentir notre cœur battre, on va commencer à sentir des choses bizarres. Ça, c'est une chose. Puis si jamais on a des palpitations, ce que tu viens de décrire, c'est des palpitations. À ce moment-là, si jamais c'est quelque chose qui est récurrent, qui dure longtemps, à ce moment-là, ça vaut la peine d'aller consulter un médecin. Mais si c'est quelques secondes de temps en temps, en général, c'est juste un petit glitch. C'est juste, c'est ce qu'on appelle en termes médicaux, on appelle ça des extrasystoles. Oh, extrasystole. Oui. Ça, c'est exactement. Ça, c'est comme les machines qu'on prend notre pouls. Exemple, pour voir notre bon, on appelle ça hypertension, mais le pouls, en général, il y a le systolique, puis il y a dystolique, ça se peut-tu comme je vois? Oui, ben c'est la pression artérielle. Il y a un chiffre qui est la pression systolique et la pression diastolique. Mais le mot systolique, en fait, ce que ça représente, c'est la partie du cycle cardiaque quand le cœur se contracte. Donc, le cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une pompe active. C'est pas comme un moteur qui est juste stiff et qui fait juste rouler. Le cœur est une pompe active qui s'écrase, qui pompe le sang, qui se relaxe pour pouvoir se re-remplir de sang. Puis après ça, elle s'éjecte. Fait que c'est comme un ballon, en fait. Ouais. Je fais ça 24 heures sur 24, 365 jours par année, pendant l'âge que vous avez. Fait que ça arrive des glitches. Fait que la partie de cette séquence-là, quand le cœur se contracte et éjecte le sang, cette partie-là, on l'appelle systole. OK? Puis c'est ça qu'on voit dans les moniteurs quand le cœur fait ça, c'est ça qu'on voit, pip, c'est ça qu'on voit. Okay. Fait que quand le cœur décide que, ouais, moi, il vire un peu fou, un peu coco, ben il fait pip, 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 puis il bat un peu comme rapidement pendant quelques secondes, puis il se calme. Puis là, il reprend son cours. Puis des fois, ça, comme je dis, ça peut même être douloureux. Ouais, ça fait comme un, je sais pas comment dire ça, là. C'est comme si ça fait un, I don't know how to say that. C'est tellement douloureux que tu te demandes, est-ce que j'ai de l'air qui passe? Est-ce que quelque chose va bien? Oui, non, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et moi-même, est-ce que j'étais déjà médecin, j'étais en résidence, donc en formation pour devenir cardiologue, puis j'ai eu cette douleur-là, puis je me suis dit, non, impossible que c'est normal, impossible! Ça a fait vraiment mal, puis au point que je me suis assise. Puis ça dure quelques minutes, hein? Ça a duré quelques minutes, c'est que moi, j'ai appelé l'ambulance. C'est ça. Moi, quand ça a duré, c'était pas une douleur que j'avais expérimentée auparavant. Ça a duré plus qu'1 minute. Non, j'étais comme là. Docteur, pas docteur, moi j'appelle l'ambulance. Fait qu'il faut être à l'écoute de son corps. Je pense que si jamais quelque chose vous inquiète, même si c'est pas rationnel, je pense que c'est important de faire la part des choses. Puis au pire des cas, au pire, si on a la chance d'avoir un médecin de famille, donne un coup de fil à ton médecin de famille, dis-lui, hey, en passant, comme, maybe we should see each other parce que je me sens pas bien, il y a des choses qui se passent. Ça coûte rien. Donc, tu as apporté un autre aspect, une de mes questions sur quand on appelle l'ambulance. Lorsqu'ils viennent chez le patient en question, ils font quelques petits tests d'avance. Ils posent des questions, qu'est-ce qui ne va pas, bien sûr, suite à l'opérateur qui a fait la commande d'ambulancier vers la résidence. Ils vont prendre ton taux de glycémie, ils vont faire le cardiogramme, le test de cardiogramme. Donne-moi les bons termes. Moi, j'y vais parce que je ne suis pas médecin, là. Ouais. Qui prend ton pouls cardiaque et puis il y a l'autre machine que tu nous as parlé qui prend le pouls d'oxygène
qu'on met sur le doigt, Mhm. élaborer sur nous en tant que Noirs, la façon qu'on doit calculer un peu tout ça, parce que des fois, ça peut être faussé, ça demande une petite coche de plus de, d'améliorer le résultat pour nous. OK. Fait que, tout d'abord, je pense que c'est important de savoir que les ambulanciers, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que leur travail est quand même assez stressant. Ils doivent faire des Mhm. calls, ils doivent faire doivent prendre des décisions sur le vif toujours. Euh, fait que eux sont là pour gérer les urgences. Leur travail, c'est d'éliminer quelque chose de life-threatening, donc qui est dangereux pour la vie, OK? Euh, Fait que quand ils arrivent sur les lieux d'un appel, si jamais après avoir éliminé toutes les choses qui pourraient tuer la personne, leur travail, c'est de t'emmener à l'urgence. Ouais, Ils sont pas formés pour dire, ah, c'est correct, c'est correct. C'est pas leur travail, même s'ils ont assez de connaissances pour dire, ah, c'est quoi, c'était rien, c'était juste un petit glitch, un peu comme je vous ai dit, ils ne se sont pas tenus de poser des diagnostics et ou de décider si quelque chose mérite d'aller à l'urgence ou pas. Leur travail, c'est que si tu as été assez either malade ou bien euh, stressé au point d'appeler l'ambulance, c'est que tu devrais aller à l'urgence. Okay? Donc, une fois que ça s'est établi, la machine dont tu parlais, oui, en général, ce qu'ils font quand ils arrivent sur place, ils font un électrocardiogramme qui est en fait euh, ils mettent les stickers, on met les stickers, puis ça nous montre un peu le rythme du cœur. Donc ça, c'est tout ce que ça donne, c'est que ça donne une idée de ce qui se passe au niveau du rythme du cœur. Si les gens font une crise cardiaque, on peut aussi voir ça là-dessus. Ça peut donner beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a des signes aussi. Hein. Quand si quelqu'un a des caillots dans les poumons, ce qu'on appelle communément une embolie pulmonaire, on ne peut pas dire juste en regardant ça que le patient fait une embolie pulmonaire, mais on peut voir des signes à l'électrocardiogramme que la personne fait une embolie pulmonaire. Fait que de quoi ça a l'air, c'est comme une feuille, en général, c'est rose, le fond est rose, ouais. quadrillé rose, puis on voit Mhm. des petits tracés Des là-dessus, petites- OK? Tracés noirs là-dessus, Ouais, OK? Là, c'est l'électrocardiogramme. Ça, c'est une chose. Maintenant, en général, ils prennent des signes vitaux, donc ça inclut la pression artérielle, ça inclut le pouls, le heart rate, ça inclut le taux d'oxygène dans le sang. Puis la machine dont tu parlais, c'est cette petite machine-là. Fait ouais. c'est ça. Il y a plusieurs modèles, là, mais ça, c'est celui que moi j'ai. Euh, puis ils mettent sur le doigt comme ça et Mhm. ça donne un- en général, ça donne le taux d'oxygène dans le sang, puis ça donne le pouls cardiaque. OK? Est-ce que ça serait possible pour toi de l'essayer devant nous afin Oui, qu'on bien puisse sûr. comprendre la lecture en tant que telle? Ouais, ben, ils Et sont où pas que tous tu faits l'aurais pareil, mais acheté aussi et combien que ça coûte en moyenne? OK, bon. Fait que moi, personnellement, attends, voilà. Il y a des fois, il fait un petit peu c'est son Ouais, intéressant, là. c'est ça l'électronique, hein. Ah ouais, voilà. Fait que je sais pas si vous voyez, mais Ouais, on voit quand même bien. ouais. Donc, SPO veut dire quoi? PR, ça veut dire quoi? Fait que PR, c'est pulse rate. Yeah. Puis SPO, en fait, c'est saturation en oxygène. OK. SP, c'est. OK. Je sais pas pourquoi il y a un P, mais. Est-ce que ça Fait que donne là, des je sais pas chiffres? pourquoi il donne pas de chiffre, là, il fait son intéressant, mais je l'ai essayé ce matin, puis il fonctionnait très bien. Ce matin, les valeurs que ça m'a donné au niveau de la saturation, ça m'a donné 99%. Puis la Mhm. normale, c'est en général en haut de 80. On dit autour de 92%, là, on met de l'oxygène aux gens. OK. Fait que là, moi, il dit ça. Au-delà de 92%? Ouais. Fait que là, moi, il dit 80. Là, il me dit que j'ai 86 d'oxygène dans mon sang, ce qui est vraiment pas bon. OK? Mais je suis vraiment pas convaincue que c'est la vérité. Je serais essoufflée si j'avais juste 86% d'oxygène dans mon sang. Puis je vais vous expliquer pourquoi la valeur ici est un petit peu bizarre. OK. Tout d'abord parce que parce que c'est juste quelque chose d'électronique, c'est pas parfait. Euh, et aussi parce que la couleur de ma peau. OK? Donc, moi, je sais que cet appareil-là que j'ai,
il fonctionne, je sais qu'il a hâte de fonctionner bien parce que là, ce matin, j'avais mis ce doigt-là, puis là, j'ai mis ce doigt-là. Peut-être qu'il y a une différence de pigmentation, mais on sait que cette machine-là, elle fonctionne, elle peut fonctionner moins bien pour les gens qui ont la peau foncée. Parce que c'est une question de, c'est une lumière infrarouge qui traverse la peau puis qui va mesurer directement au niveau des globules rouges la quantité d'oxygène dans le sang. Okay? Fait que si la peau est plus foncée, obviously, la lumière passe moins bien puis ça peut donner des valeurs qui sont soit très basses ou soit pas de valeur du tout. Pendant 3 jours, là, il ne fonctionnait pas du tout. Je mettais sur mon doigt puis il ne me donnait aucune valeur. Okay? Là, ce matin, j'ai enlevé mon vernis, j'ai tout enlevé, j'ai mis sur un doigt qui est un peu plus pâle. Mes doigts sont pas de la même couleur, puis il m'a donné une valeur. Fait que c'est important à savoir. Surtout pour les médecins, c'est important de savoir pour les médecins que si jamais ils ont une valeur qui est comme, qui fait pas de sens, comme là, tu me regardes, j'ai pas l'air d'avoir juste 86% d'oxygène dans le sang. J'ai l'air d'avoir un taux normal d'oxygène dans le sang. Je parle, je suis pas essoufflée, je me sens bien. Fait que c'est important à savoir, je pense, pour le personnel médical, que c'est une des choses qui, malheureusement, c'est un outil extraordinaire, mais en même temps qui n'est pas parfait. Okay? Donc, c'est ça pour le saturomètre. Et ça coûte environ combien en Ah, moyenne, mais un celui-là, moi, appareil comme ça? celui-là, il m'a coûté 40 $, peut-être pour ça qu'il n'est pas parfait. Il m'a juste coûté 40 $. Il y en a qui sont moins chers, il y en a qui sont plus chers. Mais en moyenne, ça peut aller de 40 à 100 et quelques. Ça dépend des Marques, puis tout. des marques, des features qu'il y a dessus. Écoute, il y avait comme un petit papier dedans qui m'expliquait en chinois comment il fonctionnait. Là. J'étais comme, Ouais. That part. bon, OK. Pas pour dire que les produits chinois sont pas bons, mais juste pour dire que c'est fait en... juste pour dire que c'est fait en masse, puis que c'est pas nécessairement la meilleure qualité là, quand c'est fait en grosse quantité comme ça. C'est pas une marque que je connaissais non plus, mais pour moi, c'était juste pour avoir ça dans mon sac si jamais à l'hôpital, rapidement, j'avais besoin de faire d'avoir une valeur. Ces machines-là ne sont pas toujours available autour de Ouais, c'est vrai, sur le autour de moi. plancher. Fait que je l'ai dans ma poche, je sors de mon sarrau puis je la mesure directement. Mais écoute, je l'ai essayé sur une infirmière, j'ai essayé, puis ça a l'air de fonctionner. Fait qu'on va voir dans le futur comment ça va donner. Mais je ne suggère pas aux gens de s'acheter une machine pour mesurer l'oxygène. C'est pas quelque chose qui est nécessaire du tout. Pour une personne asthmatique ou une personne qui aurait qui est reconnue pour des problèmes cardiaques, tu le suggérerais pas? Il n'y a aucune indication à ce que les gens mesurent leur taux d'oxygène à la maison. Quelqu'un qui est asthmatique, pour connaître à quel point la maladie est contrôlée, pour connaître si la maladie est décompensée, c'est-à-dire est-ce que la personne est en train d'avoir une crise sévère, tout ça, là, on se fie sur les symptômes de la personne. Fait qu'on voit les grilles qu'on regarde les grilles d'évaluation d'asthme, c'est combien de fois tu utilises ta pompe. Est-ce que tu utilises ta pompe pas tous les jours? Est-ce que tu l'utilises quand tu vas faire du sport? Est-ce que tu es essoufflé juste à marcher? C'est vraiment un questionnaire qui est basé sur comment la personne se sent et non sur des valeurs de laboratoire ou bien des tests. Fait que si quelqu'un, un asthmatique, se demande est-ce que je devrais aller à l'hôpital ou est-ce que je devrais rester à la maison? Pose-toi ces questions-là. Est-ce que je suis essoufflé au repos? Est-ce que ça fait comme 6 fois que je prends ma pompe Ventolin, la petite pompe bleue que les gens prennent quand ils ont une crise? Ça fait 6 fois que je la prends puis je suis toujours pas soulagée. Ouais, là, c'est le temps d'aller à l'hôpital. On s'en fout de ton taux d'oxygène dans ton sang. C'est le temps d'aller à l'hôpital. OK? Fait que moi, je suggère pas aux gens d'acheter ça. Pourquoi? Ça stresse pour rien. Les gens mesurent leur taux d'oxygène, les gens mesurent leur rythme cardiaque, puis ils finissent par oh my God, mon pouls est à 50. OK, mais est-ce que tu te sens bien? Oui, OK, bon, ben, OK. On est correct. Des fois, est-ce que tu suggérais dans des moments comme ça de prendre une petite marche? Là, Pour? on est en couvre-feu au Québec, là, actuellement encore. Mais tu sais, comme exemple, quand tu te sens pas super bien, OK, on va dire à la maison, tu te sens comme... T'as pas de douleur à la poitrine, mais tu te sens juste pas bien, comme si tu veux juste comme... You know what, let me just take a good breath of air. Puis là, tu fais juste aller prendre une marche dehors. Est-ce que tu nous le suggérais ou sinon tu préférais que on prenne notre tout, qu'on prenne notre tension artérielle avec une machine avant pour s'assurer que tout est conforme?
puis ensuite aller prendre une marche ou... Ben, c'est un peu tricky comme question parce que si la personne se sent assez bien pour aller prendre une marche, bon, go for it, cool. Mais si jamais quelqu'un a des symptômes, peu importe les symptômes, qui la font remettre en question son état de santé, aller prendre une marche ne va pas régler le problème. Fait que c'est sûr que si la personne se plaint d'une douleur à la poitrine, moi, en tant que médecin, surtout cardiologue, je ne vais jamais dire à quelqu'un qui a mal à la poitrine, ah, relax, va prendre une marche, ça va t'aider. Jamais, je vais dire ça. Toujours une évaluation complète avant de un peu banaliser le symptôme. Donc, je vais aller avec une autre question qui m'est venue et que j'ai fait quelques petites recherches sur Google, entre guillemets. Les crises d'anxiété, les crises de panique, souvent reconnues ou similaires avec quelques symptômes des crises cardiaques. Mm-hmm. Okay? Est-ce que tu peux élaborer au niveau cardiaque? Parce que je sais que lorsque quelqu'un déclare que tu es anxieux ou anxieuse, il faut un test psychiatrique. Comme tu avais fait, tu vas pouvoir élaborer que qu'est-ce qui est psychiatrique, mental, c'est pas de ton ressort, mais tu peux parler de qu'est-ce qui est anormal, comme tu as expliqué plus tôt, au niveau cardiaque. Parce que on est en période de confinement, en couvre-feu, on est dans notre pandémie. Je pense que c'est la première pour la majorité de la plupart d'entre nous de vivre une pandémie. Donc, il y a certaines personnes qui ont développé de l'anxiété. OK? Donc, je ne sais pas comment bien poser la question, mais une crise d'anxiété, une crise de panique, comment qu'on peut un peu le balancer si c'est peut-être plutôt une crise cardiaque qui sera en cours? OK. Fait que, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par expliquer qu'est-ce qu'une crise cardiaque, Ouais. les symptômes possibles d'une crise cardiaque, et ensuite, je vais essayer de faire la part des choses et différencier avec une crise d'anxiété. Okay? Fait que, ce que je dis à mes patients tout le temps, c'est qu'une crise cardiaque, ça peut donner un malaise. Les gens disent, oui, mais j'ai pas mal, c'est juste comme une petite pression. Oui, oui, n'importe quoi qui est inconfortable. Donc, n'importe quel malaise entre ici puis ici. OK? N'importe quoi qui fait mal ou qui est inconfortable. Puis là, je fais ça parce que des fois, c'est la mâchoire. OK? Des fois, c'est la mâchoire qui fait mal, puis rien d'autre. Donc, ici et le bas de l'abdomen, des fois, les gens pensent que c'est une indigestion parce qu'ils ont mal au ventre, ils ont mal à l'estomac. Ils touchent leur estomac puis ils disent c'est là que j'ai mal, c'est pas au cœur que j'ai mal, c'est à l'estomac, c'est au ventre. N'importe quoi qui est entre ces deux éléments-là, ici et le bas de mon ventre, peuvent suggérer une crise cardiaque. OK? Maintenant, allez pas stresser. Oh my God, j'ai mal, j'ai mal, c'est une crise cardiaque. Mais ce que je dis, c'est plus pour dire, c'est pas parce que tu n'as pas mal au-dessus de ton cœur, là, on sait que le cœur est là à gauche, c'est pas parce que tu as pas mal ici que c'est pas une crise cardiaque. OK? Puis quand je dis entre ici et le bas de mon ventre, ça inclut les bras aussi. Okay? Souvent, les gens vont dire, ah, des fois, j'ai mal au bras aussi. Là, quand je fais de l'exercice, mon bras se met à me faire mal beaucoup, beaucoup. Ça aussi, ça peut être caractérisé comme, on appelle ça en termes médicaux de l'angine, donc la douleur causée par un blocage au niveau du cœur. Okay? Puis quand c'est un blocage qui est complet, là, quand l'artère du cœur est complètement bloquée, là, ça peut causer une crise cardiaque. Fait que c'est le même genre de symptômes, mais souvent, c'est plus fort, ça dure plus longtemps. Puis c'est plus grave, obviously, parce que là, le cœur est vraiment en train de souffrir. Là. C'est comme tu as coupé, c'est comme s'il y a un des pipes dans la maison, là, tu as coupé le pipe d'eau chaude. Fait que c'est comme prendre ta douche d'eau froide. Okay? Fait que c'est grave, couper le pipe d'eau chaude. Ça a des conséquences. Okay? Même principe pour le cœur. Donc, souvent, c'est le symptôme d'inconfort disons, si on prend un exemple, un inconfort au niveau de la poitrine, peut être accompagné d'autres symptômes du genre un essoufflement, tête légère, tête qui est un peu comme des NS. Ça peut être accompagné de sueur aussi. Puis en général, c'est pas mal ça les symptômes. Le cœur qui va vite, les palpitations dont on parlait tout à l'heure au début de l'entrevue, ça aussi, ça peut accompagner une crise cardiaque ou même juste une crise d'angine. OK? Donc, ça, c'est des symptômes typiques. Okay? J'ai parlé un peu de la mâchoire, du bras, j'ai parlé du ventre. Donc, tout ça, ça peut être des choses. Des fois aussi, les gens ont mal au dos. Les gens qui peuvent avoir des grosses douleurs dans le dos. C'est leur manière, c'est la manière dont leur corps exprime leur crise cardiaque. OK? Maintenant,
En général, ces douleurs-là, quand c'est de l'angine, typiquement, c'est à l'effort. Si tu es couché de regarder la télévision puis que tu commences à avoir plus mal à la poitrine, c'est moins suggestif d'un problème cardiaque. Par contre, tu peux être en train de regarder la télévision, puis tout d'un coup, ton cœur décide de... Puis tu as une crise cardiaque. Là, sur le coup. Ça arrive. Fait que moi, je dis les symptômes qui sont typiques, puis c'est ce que Google va suggérer. Google va suggérer le tableau parfait de c'est quoi une crise cardiaque, de c'est quoi de l'angine. Mais c'est jamais, comme on disait tout à l'heure, la médecine, c'est pas coupé au couteau, c'est pas parfait, c'est un spectre de symptômes. Donc, des fois, les gens arrivent à l'urgence. Ah ouais, là, ça fait 12 heures que je me sens un petit peu bizarre, là. J'ai un petit peu mal au cœur, j'ai un petit peu de nausée. Tu fais les tests, puis tu vois qu'ils ont une crise cardiaque massive. Fait que chacun a ses symptômes, chacun a une tolérance différente à la douleur également. Donc, c'est important pour chaque personne de connaître son corps, de s'écouter aussi, OK? Puis si quelque chose est anormal, puis ça dure longtemps, ça inquiète, moi, c'est jamais une erreur d'aller à l'urgence. Jamais, jamais une erreur d'aller à l'urgence. L'anxiété, d'une autre part, c'est aussi une maladie. Le trouble anxieux, c'est aussi une maladie qui est complexe, avec des symptômes complexes aussi. Les gens vont avoir des palpitations, le cœur qui va aller vite, vite, vite. Des gens vont même des fois perdre connaissance. Les gens vont avoir l'impression qu'ils sont en train de mourir. Douleur à la poitrine. Ça peut donner tellement de symptômes qui peuvent être effrayants, qui sont importants. Si quelqu'un m'appelle au téléphone et me raconte des symptômes, cette personne est en train d'avoir une crise de panique, il me raconte ses symptômes, sans me dire qu'il y a des antécédents d'anxiété ou rien d'autre. En général, sans rien avoir d'autre comme élément, excuse-moi, comme données, OK? Je vais être comme, hey, peut-être que tu voudrais aller à l'urgence. Puis, je vais jamais dire à quelqu'un, ah, relax, c'est juste une crise de panique avant d'avoir éliminé le pire. OK? L'anxiété, c'est une maladie comme n'importe quoi d'autre. Fait c'est important que les personnes se fassent diagnostiquer, c'est important que les personnes se fassent traiter si elles ont besoin de traiter. Puis quand je dis traitement, j'inclus psychothérapie là-dedans, pas nécessairement des médicaments. Parce que l'anxiété, ça peut être quelque chose de paralysant. OK? Donc, c'est pour ça que c'est difficile de dire à une personne, ah, relax, c'est juste de l'anxiété. Puis même quelqu'un qui fait de l'anxiété peut avoir une crise cardiaque. Donc, C'est ça. c'est très tricky comme question parce que avant d'éliminer quelque chose de grave, comme une crise cardiaque, un caillot dans les poumons, comme on appelle communément une embolie pulmonaire, ça peut donner des douleurs à la poitrine. Il y a tellement de choses qui peuvent donner, tellement de choses graves et pas graves qui peuvent donner des symptômes qui sont similaires à ce qu'on vit pendant une crise d'anxiété, qu'on ne peut pas, à moins d'avoir vu un médecin ou un professionnel de la santé qui est qualifié pour donner ce genre de diagnostic, on ne peut pas dire, oh, c'est rien, c'est juste de l'anxiété. Cette fois-là où j'ai été à l'hôpital, quand j'ai appelé l'ambulance, moi, c'était une crise d'anxiété. C'était ça. J'avais un examen dans 2 jours, mais j'ai jamais fait de crise d'anxiété. J'ai jamais eu mal à la poitrine comme ça avant un examen. Ça m'était jamais arrivé. Puis on a fait tous les tests possibles et imaginables. Électrocardiogramme, name it. Puis le médecin était comme, écoute, you're fine. You're good. Like, it's nothing. Puis j'étais comme, I guess I'm stressed. Le stress, c'est un gros facteur Oui, qui perturbe la vie de quelqu'un, hein. On dit tout à d'éviter fait. d'avoir une vie stressante, mais c'est quoi ton conseil que tu pourrais donner au niveau du stress? Comment gérer ça en tant que tel? Um, Tu es bien comme placé pour nous le dire, là. moi, personnellement, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une psychiatre, je suis une psychologue, mais je peux dire les conseils que je connais au niveau de la littérature, ce que moi je fais également. Donc, euh, en général, on suggère les séances de relaxation peuvent être bien. Euh, la méditation peut aider aussi. Le yoga, c'est quelque chose qui relaxe également. Donc, ça, c'est quelque chose. Puis c'est aussi tout un mode de vie aussi, là. Donc, ça peut aider.
Le sport libère des endorphines, puis c'est des bonnes hormones, OK? Donc, ça vient un peu contrecarrer les hormones du stress qui sont plus comme adrénaline, qui vont faire le cœur aller vite, qui vont faire que tout notre métabolisme va un peu plus rapidement, qui nous épuise, basically. Okay? Donc, les endorphines ont comme l'effet contraire, viennent un peu désamorcer un peu le stress. Ça peut aider. Donc, toutes ces choses, ces choses peuvent aider. Exemple, si quelqu'un fait du cardio, fait du Mm-hmm. jogging, tapis roulant, whatever, depuis la personne commence à courir, puis il y a une douleur à la poitrine qui persiste subitement. Oui. OK? Qu'est-ce que c'est ça en tant que tel? Ben, j'ai pas de réponse pour toi. J'ai pas de réponse parce que, comme je me suis dit, avant de dire que quelqu'un fait soit une crise cardiaque, soit this and that, il faut une évaluation complète. Tu vois, des fois, les gens m'appellent, ah, écoute, je suis un peu essoufflée depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Je sais pas. Il faut avoir une évaluation complète, voir un médecin qui va poser les bonnes questions, qui va examiner également la personne, qui va faire les tests appropriés pour pouvoir dire ensuite qu'est-ce que c'est. Ce que tu dis en ce moment, moi, je suis probablement un peu biaisée, mais quelqu'un qui court sur le treadmill, qui vient avoir une douleur qui persiste, OK, une douleur à la poitrine ou whatever, qui persiste, c'est juste avec cette donnée-là, ça peut être un peu inquiétant. OK? Surtout si au repos, la douleur arrête, puis si elle se remet sur le treadmill, la douleur recommence. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'angine. C'est une douleur qui est typique pour les douleurs cardiaques. OK? OK. Mais moi, des fois, j'ai mal quand je suis sur le treadmill. J'ai mal à la poitrine. Ça m'arrive d'avoir mal à la poitrine, d'être essoufflée, mais ma fréquence cardiaque monte à 200 battements par minute aussi. Fait, puis des fois, j'ai un point sur le côté aussi. Mais ça, on sait qu'avec quand tu fais l'exercice, tu augmentes ton taux de ce qu'on appelle des lactates, puis ça augmente dans le sang. Ça fait mal aux muscles. OK? So, il faut connaître son corps aussi. Si toi, tu fais du treadmill, moi, je fais du jogging depuis des années. Si après 1 kilomètre, je me rends compte que j'ai tout le temps après, autour du même, soit la même vitesse ou bien autour de la même distance, je commence à avoir mal à la poitrine, puis c'est quand je m'arrête que ça arrête. C'est très suggestif de quelque chose de cardiaque. OK? Donc, une douleur qui va être à l'effort, qui va être soulagée par le repos ou bien par ce qu'on appelle la nitroglycérine, qui est une petite pompe que les cardiaques ont. Puis quand ils se la mettent en dessous de la langue, puis quand ils prennent ça, ça dilate ou ça fait augmenter la taille des artères du cœur. Donc, ça permet au sang de mieux circuler. Puis ça diminue la douleur. Puis une douleur qui est, c'est ça, une douleur à l'effort qui est soulagée par le repos. OK? En général, on se pose des questions, puis on va dire aux personnes de consulter. Fait que Si les caillots dans le sang, OK? Les ouais, caillots dans le sang, euh, après un test sanguin, on peut le déceler, OK? OK, on voit oui, des caillots dans le sang. Puis on te donne un anticoagulant. oui. Habituellement, est-ce qu'il faut être suivi pendant environ 6 mois pour s'assurer que les caillots ne reprennent pas de l'ampleur, exemple? Fait que moi, je suis pas une spécialiste des caillots. Donc, les caillots peuvent être à plusieurs endroits. En général, on les trouve au niveau soit des jambes ou soit des poumons. Fait que, en général, moi, c'est pas une spécialité que je pratique. Par contre, en général, quand on fait le diagnostic de caillots dans le sang, ou en termes médicaux, une embolie pulmonaire ou bien des thromboses au niveau des jambes, Des des gens, veines. ouais. Mhm. Quand les gens sont mis sous anticoagulation, ça dépend du médecin puis de l'importance de la sévérité de ce qui s'est passé. Le suivi peut être fait à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. OK? Fait que c'est vraiment, ça dépend de la sévérité de la maladie. Donc, je ne peux pas te dire en tant que tel. C'est moi, exemple, quand mes patients, parce que moi aussi, c'est des caillots, mais c'est juste pas des caillots à la même place, c'est des caillots dans le cœur. Quand mes patients font un caillot dans le cœur puis qu'ils ont une crise cardiaque, je les revois à peu près 4 à 6 semaines après leur événement principal. OK? Puis des fois, avec le système de santé actuel, ça peut aller à 1 mois, ça peut aller à 2 mois. En général, je les vois assez rapprochés, puis après ça, je les vois au 1 an. À part s'il y a des choses qui se passent, mettons, le patient, je sais pas moi, son cœur est faible,
Il y a d'autres symptômes, il y a d'autres choses qui font que je suis comme, oh, you know what, je te verrai dans 3 mois, je te verrai dans 6 mois. Donc, il n'y a pas de chiffre magique. Il y a des guidelines, il y a des lignes directrices qui nous suggèrent qu'après une crise cardiaque, on devrait voir notre patient en 4 à 6 semaines. Mhm. Euh, euh, Ce sont des suggestions. OK. Donc, ce sont des suggestions qui sont basées sur des grosses études en général que les grandes sociétés de cardiologie, de médecine suggèrent aux médecins pour un peu mettre des balises à la profession puis à la manière dont on pratique notre médecine. Puis il y a toujours, on dit le gros bon sens, OK? Fait que, c'est moi, ce patient, il y a des patients que j'ai pas été capable de les voir dans les 4 à 6 semaines, je les ai vus après 2 mois, mais je savais qu'ils allaient être corrects, ou bien si je n'étais pas sûre, j'allais donner un petit coup de fil, puis je suis comme, hey, by the way, comment ça va? Ça va bien? OK, mais je te vois dans 2 mois, OK, c'est bon? OK, si tu as un problème, tu appelles ma secrétaire, on prend un rendez-vous. C'est, on est des humains, puis on est aussi occupés, il y a le système de santé qui n'est pas parfait, fait qu'on doit s'ajuster aussi, OK? Fait que ça peut arriver qu'un patient se fasse voir 3 mois après son caillot ou qu'il se fasse voir 6 mois après son caillot. OK. Mais s'il n'y en a pas eu de suivi, est-ce une Mais négligence médicale? en général, en général, les gens ont un suivi. En général, les gens ont un suivi. Si c'est pas tout de suite, c'est au moins une fois par année, ils voient leur spécialiste. En général, au Donc, moins une s'il fois n'y a par année. pas eu de rendez-vous suite à une intervention de la sorte, OK? Est-ce que tu considères ça une négligence médicale? Je ne serais pas prête à dire ça. Je vais te donner une réponse de politicienne, malheureusement, parce que j'ai l'impression que tu as comme une histoire en tête puis que tu ne me la dis pas au complet. C'est beaucoup, ça a un poids lourd, hein. Négligence médicale, ça veut dire que quelqu'un n'a pas fait sa job et a mis en danger un patient. C'est ce que ça veut dire négligence médicale. Donc, moi, à moins d'avoir toutes les données, à moins d'avoir clairement ce qui s'est passé, l'histoire au complet, je ne vais jamais dire qu'un collègue a fait de la négligence médicale parce que je sais à quel point, plus souvent qu'autrement, les médecins sont soucieux de leurs patients et, et ajustent leur pratique aux besoins du patient. Donc, si un médecin, ça arrive que des patients tombent dans les cracks du système. Malheureusement, ça arrive Hum, que des fois, c'est juste parce qu'il y a eu le dossier, c'est comme perdu en deux, ou bien le patient a oublié d'appeler pour prendre un rendez-vous, bien lui, il avait compris qu'on allait l'appeler pour prendre un rendez-vous, il n'avait pas compris que c'est lui qui devait appeler pour prendre un rendez-vous. Tu comprends? ah, Il y a des choses comme mais ça aussi qui arrivent. Hein? Il y mhm, a des choses qui arrivent aussi comme ça. Quand tu quittes l'hôpital ou quand tu quittes la clinique du médecin, dis, hey, donc quand est-ce qu'il est mon suivi? Est-ce que j'ai besoin d'un suivi? Quand est-ce qu'il est mon suivi? Et comment je fais pour obtenir mon rendez-vous? Le médecin va vous dire, OK, juste va voir l'infirmière, elle va te donner un rendez-vous. Bien, tiens ma carte, appelle dans 3 mois pour prendre ton rendez-vous. Moi, mes patients, ils sont très stressés quand ils quittent l'hôpital parce qu'en général, c'est des patients qui ont eu une procédure. Comme je t'expliquais au début, je fais des procédures. mhm. Ils sont stressés, ils ont reçu un stent, donc c'est comme il y a un nouvel élément dans leur cœur, ils sont stressés. Euh, ils sont très organisés dans leur façon d'être. Puis souvent, ils me le demandent, ils sont comme, mais c'est quand qu'on se revoit? Puis je leur dis, t'en fais pas, we'll call you to give you an appointment. Comme ça va se faire. Vous en faites pas. OK? Puis je leur dis, au pire, si d'ici 6 mois, vous n'avez pas eu de nouvelles, donnez-nous un coup de fil. OK. Fait que un patient, une personne qui est inquiète, qu'elle aurait besoin d'un suivi, soit parce qu'elle ne se sent pas bien ou soit parce qu'elle a juste besoin de voir son médecin, euh, c'est correct d'appeler l'hôpital ou d'appeler la clinique du médecin puis de faire hey, j'aimerais voir mon médecin et je pense que je devrais avoir un suivi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez vous faire dire oui, OK, on vous book un rendez-vous, ou bien oh non, en fait, c'était la dernière visite la dernière fois, peut-être que vous avez mal compris, mais vous n'avez pas besoin de suivi. Ça arrive OK. aussi. Okay? Moi, je donne congé à des patients des fois dans ma clinique. Je dis OK, bien, à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de voir un cardiologue à chaque année. Ça va bien, votre médecin de famille est tout à fait capable de gérer le reste de vos problèmes. Si jamais il y a une question par rapport à votre cœur, je serai toujours disponible pour répondre aux questions. Il peut m'envoyer une lettre, il peut m'appeler, il peut me référer un patient. Des fois, je revois des patients que je n'ai pas vus depuis 2, 3 ans, je les revois dans mon bureau euh, pour un nouveau problème. OK, ça arrive. Et des fois, ça arrive que des spécialistes euh,
des discharges ou ils donnent congé à un patient. Ça Ouais. arrive aussi. Puis il y a des choses que Et- les médecins de famille sont en mesure de gérer. Il y a des médecins de famille qui gèrent des caillots. Tu comprends? Et je veux dire, les listes d'attente pour voir le médecin, des fois, moi, j'ai une de mes collègues, sa liste d'attente est de 6 mois. Fait que tu peux comprendre un patient qui devrait être vu maintenant, ça se peut qu'il attende encore 6 mois pour l'avoir. C'est beaucoup, là, c'est long. Donc, c'est pour ça Hum. qu'on est tellement content quand les gens ont des médecins de famille, parce on fait des communications, on leur envoie des lettres, on les appelle des fois même, pour leur dire, hey, voici ce que je ferais, voici mes recommandations. Si tu as des questions, feel free to call me. Mais pour le moment, la balle est dans ton camp, mon ami, parce que moi, je suis comme, moi, Overload. c'est ça. Donc, ça arrive aussi. Les mucus dans les artères du cœur, est-ce que c'est relatif à les produits laitiers? Est-ce que c'est la malnutrition? Qu'est-ce qui fait de l'accumulation de mucus dans les artères du cœur? OK. Ben, tout d'abord, c'est pas du mucus, c'est plus du build-up ou de l'accumulation de cholestérol. OK? Ce qui OK. bloque les artères, c'est du cholestérol pur et dur. Ce qu'on voit là, c'est quand tu fais une étude microscopique des artères du cœur, on voit le cholestérol qui est dans les artères, puis il y a un noyau, en fait, qui est plein de cholestérol, un noyau lipidique qu'on appelle, donc un noyau gras, OK? Parce que les lipides, là, quand on dit lipides, on parle de gras. Donc, un noyau qui est lipidique, puis autour de ça, il va y avoir de l'inflammation, OK? Pourquoi? Parce que c'est pas normal d'avoir du cholestérol à cet endroit-là. Fait que le corps est comme, ouais, non, 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 non. Fait qu'il envoie ses petits soldats. Les petits soldats qu'on appelle les globules blancs dans le sang. Mhm. Le corps envoie ces petits soldats-là, il envoie les globules blancs, puis là, les globules blancs rentrent dans les artères, puis ça grossit, puis ça finit par faire des blocages qui peuvent être soit pas importants, soit plus importants. OK? OK. Donc, il y a des blocages qui sont plus inflammés que d'autres. Il y a plus d'inflammation, d'autres qui sont moins inflammés. Quand il y a beaucoup d'inflammation, ben en général, ce sont ces blocages-là qui sont plus à risque de faire une crise cardiaque. OK? Fait que c'est pas tant du mucus. Fait que si quand on comprend que à la base, là, c'est du cholestérol qui rentre dans les artères, à ce moment-là, ben, ça nous permet de comprendre que l'alimentation a un rôle à jouer, l'exercice a un rôle à jouer, le stress a un rôle à jouer, la haute pression a un rôle à jouer, le diabète a un rôle à jouer, le, le cholestérol élevé dans le sang a un rôle à jouer. Fait que c'est vraiment, on joue à plusieurs endroits. Là, qu'on traite la maladie cardiaque, qu'on prévient la maladie cardiaque, on joue à plusieurs endroits. Fait que tu me demandais si est-ce que c'est l'alimentation, hein, est-ce que c'est l'alimentation, une alimentation équilibrée qui va être faible en gras. Puis on parle de toutes sortes de gras, le gras animal, en fait, le gras animal, ça inclut le gras animal. Euh, ça peut être une prédisposition, bien un facteur de risque, donc quelque chose qui va pas causer nécessairement, mais qui va comme rajouter dans la balance de dans tes chances d'avoir de la maladie cardiaque. Tu vois? Fait que mes patients, puis moi, personnellement, ma diète personnelle, c'est une diète qui est plutôt méditerranéenne. Ouais, Euh, qu'est-ce que tu digères? Mhm. donc c'est une diète qui, ben, plus souvent qu'autrement, là, j'essaie de la suivre, mais c'est une diète en général qui implique que tu manges beaucoup de légumineuses, beaucoup de légumes, de fruits, des graines, puis il y a même une pyramide qui montre ça, là. C'est très visuel, puis c'est très bien. Moi, je l'avais sur mon frigidaire quand j'étais plus jeune. Ma mère était fait qu'il y a comme toutes les légumineuses. Puis là, quand plus tu montes dans la pyramide, ça, c'est en bas, c'est les choses que tu peux manger beaucoup, que tu peux manger tous les jours. Le poisson, les fruits de mer. Puis après ça, plus tu montes dans la pyramide, plus ça devient comme du pain, des sucreries, des bonbons. Puis là, en haut de la pyramide, il y a un gâteau. Puis c'est comme une fois par semaine, mettons, tu peux commencer ça. Puis les viandes rouges sont dans le haut de la pyramide. Donc, théoriquement, c'est des choses qu'on ne devrait pas manger de façon régulière. Comme pas tous les jours, ça devrait être comme une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Lorsque tu fais mention des fruits de mer, tu as fait mention de fruits de mer, excuse-moi de t'interrompre un peu, c'est parce que ça dépend de la cuisson qui est apprêtée sur les fruits de mer, parce qu'il y en a qui mettent extrêmement beaucoup d'huile lorsqu'ils sautent leurs crevettes, puis tout ça. Ouais, ben c'est ça l'affaire. C'est Faut que là, pas faire ça. ouais, mais là, c'est une question d'habitude aussi, parce que même dans notre culture à nous, les gens vont dire, ah oui, mais moi, je suis haïtienne, moi, je mange moi, j'ai mangé de la nourriture haïtienne toute ma vie. Puis il y a moyen, et j'en mange encore aujourd'hui,
il y a moyen de faire de la nourriture qui goûte bon, qui est saine et équilibrée, tout en observant ta culture. Il y a toujours moyen de faire. Moi, parenthèse, OK, je viens de m'acheter un air fryer. Yo, girl, this shit is life, man! Je viens de m'acheter un air fryer. Yo, ma Girl, fille, c'est la vie. je suis pas payée par Ninja. J'ai pas de part j'ai pas de part dans leur compagnie. Mais mon air fryer, le Ninja Cooker, je te dis, comme, c'est un air fryer, c'est un slow cooker, c'est un pressure cooker. Je peux faire des choses sauter dedans, puis j'ai pas besoin de mettre d'huile du tout. Non, pas besoin. At all. At all. Moi, au début, j'étais comme, je vais mettre un petit spray, là. J'achète le PAM. J'achète le PAM parce que c'est chup, puis c'est comme, tu comprends? Yeah. Des fois, quand tu mets de l'huile, t'es comme, tu continues, tu comprends, mais c'est que j'achète ça, là, j'en ai mis un petit peu, mais c'était tellement pas nécessaire, comme tout, Mais non. tout seul. Mais parce que, tu sais, tu l'as dit tantôt, le gras animal, moi, je comprends pas les gens qui mettent de l'huile pour faire certaines choses. Moi, personnellement, je fais tout en bas du four. N'importe quelle viande en bas du four. Tu sais, il y a des viandes, oui, c'est vrai. Bon, la viande hachée de base, pourquoi tu mets de l'huile? Moi, c'est déjà assez gras comme viande. Pourquoi t'ajoutes de l'huile? Tu sais, comme je pense que c'est une mentalité faut absolument mettre de l'huile, sinon, ça va pas être bon. Sinon, moi, je suis capable de cuisiner sans ça, là. Ouais. Sinon, c'est pas nécessaire d'en mettre autant qu'on pense. Le PAM, c'est une bonne alternative là, pour les gens qui ont la main qui sont généreux là, avec l'huile. Moi, je me connais, j'étais généreuse avec mon huile, donc c'est pour ça que j'ai comme switché au spray. Puis sinon, mais il y a des différentes huiles aussi. L'huile d'olive, c'est mieux que certaines autres huiles, tu comprends? Fait que qu'est-ce que je racontais? Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a moyen d'honorer sa culture, d'honorer la manière dont on a grandi, d'honorer nos goûts aussi, sans nécessairement tomber dans l'excès. Donc voilà. Fait que là, ça, c'est pour l'alimentation. L'exercice, il y a plusieurs bénéfices à l'exercice. Excuse-moi, j'ai commis un moment de anglais-français dans ma tête. Je suis comme, wait, what? Il y a plusieurs bénéfices à l'exercice, incluant perdre du poids, on sait bien. Ça augmente ton métabolisme et ça diminue le cholestérol dans le sang aussi. Comme littéralement, ça diminue le cholestérol. Pas seulement en perdant du poids. Parce que tu peux être mince et avoir beaucoup de cholestérol. J'ai des patients qui sont minces comme ça, qui ont eu des crises cardiaques, qui ont du cholestérol dans le plafond. Voilà. C'est pas parce que tu es mince, tu deviens comme un couch potato. Surtout avec la pandémie, les gens minces ne font pas... Certains, je ne veux pas généraliser, mais certaines personnes qui vont être minces vont pas avoir tendance à se forcer pour rester en forme parce qu'elles sont minces. Mais être mince, ça ne veut pas dire que métaboliquement parlant, donc à l'intérieur de ton corps, ça ne veut pas dire que tu es en santé. Okay? Et voilà. Donc ça, c'est un point super important. L'exercice, c'est magique. Moi, tous mes patients, je leur dis de faire l'exercice. Ça diminue le taux de cholestérol dans le sang, ça te fait perdre du poids, ça libère des endorphines, donc ça aussi, c'est bien, ça diminue ton stress. C'est ça. Donc, selon les statistiques, tes recherches, tes études et tes expériences personnelles, OK? Selon les sexes et les groupes d'âge, oui. Quel est le taux ou ton observation critique de la catégorie qui est plus atteint de faire des crises cardiaques? Est-ce que c'est plus les hommes et les femmes? Est-ce que c'est plus au-dessus de 45 en montant? Est-ce que c'est plus maintenant 30-35 en montant? Selon toi? Bon, c'est une question intéressante. D'abord, pour répondre à la question de la différence entre les sexes, les femmes ne font pas plus de crises cardiaques que les hommes en général. Par contre, elles meurent plus. Okay? On sait que dans les années ou dans les mois, les années suivant la crise cardiaque, les femmes ont à peu près, dans les 5 ans, à peu près something like 10% de plus de chances de mourir que les hommes. C'est pas des gros pourcentages, hein, mais dans ce groupe-là de gens, les femmes ont une moins bonne évolution que les hommes. Est-ce que ça cause du niveau émotionnel? Il y a plusieurs raisons pour ça, incluant les hormones. On a des hormones qui sont différentes.
Fait que c'est nos antécédents aussi, question de diabète, hypertension, tout ça. Fait que c'est plus comme au niveau scientifique, ça serait comme compliqué d'expliquer, mais basically, ce qui se passe, sachant toutes ces données-là, c'est que sachant aussi que les femmes ont moins tendance à consulter ou être moins prises au sérieux quand elles se présentent à l'urgence avec leurs symptômes, c'est important de mentionner que oui, les femmes ont autant de chances d'avoir des crises cardiaques que les hommes. Par contre, une fois que ça s'est fait, leurs chances de mourir après sont un peu plus élevées. Okay? Ça, c'est plus au niveau de la disparité entre les sexes. Tu m'as posé une deuxième question. Tu m'as demandé... La catégorie d'âge. Ah oui, la catégorie d'âge. Ben, c'est une bonne question. Je ne connais pas la réponse exacte. Par contre, de mes lectures et de mon expérience, en général, on va dire que ça va être les hommes en haut de 50 ans. Les femmes qui entrent dans la ménopause aussi sont plus à risque de faire des crises cardiaques. Donc, en haut de 50 ans pour les hommes, puis en général, les femmes un peu plus tard. Donc, la ménopause, c'est quoi? 55 ans, 60 ans, à peu près. Fait que ça va être autour de cet âge-là. Puis plus tu fais ta ménopause, plus précoce, ben, tu es aussi à risque de faire, de faire des crises cardiaques ou d'avoir des problèmes de cœur. Des balances au niveau des hormones. Les hormones ont vraiment un gros rôle à jouer, là, comme au niveau de notre du fait qu'on peut faire des crises cardiaques. Donc, pour clôturer notre épisode aujourd'hui, Dr Bastiani, donc je peux t'appeler comme ça? Dr Oui, Bastiani. Félicitations de base, OK? C'est quelque chose que je trouve vraiment amazing, là. Merci. Qu'on a ça ici au Canada. Moi, je te connais, personnellement, je ne vais pas avoir de détails. Moi, je t'ai connue comme ça fait un peu way back en tant que voisine. Mais je suis vraiment fière de toi parce que je te voyais un peu aller, là, puis j'étais comme, cette fille-là, elle n'a pas le temps, là, comme... C'est pas la fille qui va aller dans les jams, là, du jeudi au dimanche, là, elle n'a pas le temps pour ça. Je trouve que tu es vraiment une personne que les gens devraient suivre, même si tu n'es pas souvent sur les réseaux sociaux, mais quand même, tu partages parfois des contenus que je trouve vraiment pertinents, qui pourraient nous amener à réfléchir un peu mieux. Merci. Donc, quel serait le conseil pour clôturer notre épisode ici d'aujourd'hui, sachant que la communauté noire, on est reconnu pour l'hypertension, le diabète, le cholestérol. Tout à fait. En période de pandémie. Fait que je pense que je vais prendre l'opportunité pour diviser mon conseil de la fin en deux parties. Donc, pour les gens qui n'ont pas de maladie, pour les gens qui en ont. Fait que pour les gens qui n'ont pas de maladie, surtout pendant la pandémie, c'est de bouger, de rester actif. Il y a plusieurs effets de la pandémie, puis personne n'est à l'abri, OK, les maladies de la santé, les maladies de la santé mentale et aussi les maladies du corps, OK? Donc, physiquement et émotionnellement, on est plus à risque d'avoir des problèmes. Donc, de bouger, de rester actif autant qu'on peut, de sortir si on peut. Je sais qu'à Montréal, il y a le couvre-feu, mais pendant la journée, si on est capable de sortir, là, hopefully, bientôt, là, les journées vont commencer à se rallonger. Mais vraiment essayer de trouver des moyens pour prendre soin de soi. L'alimentation, tu sais, quand on a un couch potato, c'est facile, là, un sac de chips, du chocolat, blablabla. Essayer de garder des bonnes habitudes alimentaires. Puis je m'inclus là-dedans en passant, OK? D'essayer de garder de bonnes habitudes alimentaires. Puis c'est ça. Donc ça, c'est plus pour les gens qui n'ont pas nécessairement de problèmes cardiaques ou autres. Pour les gens qui sont atteints d'hypertension, de diabète, de cholestérol, ou un des trois, ou les trois, c'est super important de savoir que ces maladies-là, c'est pas comme l'asthme, mettons, tu as mentionné l'asthme un peu plus tôt. L'asthme, c'est comme quand tu as une crise d'asthme, tu le sais, c'est désagréable, puis tu essaies de ne pas en avoir. Fait que si le médecin t'a donné des traitements pour prévenir, tu les prends. Parce que tu sais à quel point c'est chiant d'avoir une crise d'asthme. Maintenant, c'est pas la même chose pour le diabète, la haute pression et ou le cholestérol. Pourquoi? Parce que ces maladies-là sont des maladies qui sont asymptomatiques. Donc, ils ne donnent pas de symptômes nécessairement. Okay? Ta pression est à 105, 190, 200. Tu risques d'avoir un peu mal à la tête, avoir un petit peu comme des étoiles. Mais en général, surtout les gens qui ont la haute pression pendant longtemps, ils sentent rien. Ils sentent rien du tout. Mais ces gens-là font des strokes, des ACV,
Ces gens-là font des crises cardiaques, ces gens-là font des problèmes de reins. Leurs reins vont ça va jusqu'à la dialyse, jusqu'à la transplantation. Okay? Même chose pour le diabète. Donc, le diabète pas contrôlé, tu sens rien au début. Mais à un moment donné, tu commences à plus sentir dans tes pieds, tu commences à moins voir bien parce qu'il y a la maladie des yeux due au diabète. Tu commences à avoir des maladies du cœur, les reins, le diabète atteint les reins aussi. Puis le cholestérol, quand tu as du cholestérol qui commence à build up dans tes artères de ton cœur, dans tes artères au niveau de tes jambes aussi, tu te mets à marcher, tu commences à avoir mal aux jambes. Tout ça, c'est des symptômes qui sont subtils, qui apparaissent tardivement dans l'évolution de la maladie. Au début de la maladie, c'est là qu'il faut agir pour bien contrôler, pour ne pas arriver à un point où est-ce que c'est comme un peu un non-retour, qui est fatal. Un Ouais. ACV, là, OK, c'est grave. Ça peut détruire une vie. Fait que ça peut aller jusqu'à tuer ou t'es comme moitié de ton corps est paralysé pour le restant de tes jours, alors que c'est quelque chose qui aurait pu être prévenu. OK? Donc, c'est ce que je dis aux gens qui ont ce genre de maladie. Soyez agressifs dans le contrôle de votre maladie, peu importe ce qu'elle est, parce que ça va prévenir à la longue des conséquences qui peuvent être fatales. OK? Donc, ça serait mon conseil. Wow. Moi, j'ai tellement beaucoup appris, là. Oui, ah ben je suis contente, Ah, c'est ça le je but. suis sûre que les gens, ils vont prendre des papiers crayons parce que je sais dans la communauté noire, tu as au moins une personne dans ta famille qui a un de ces trois maladies Oui, en tant que tel, puis qu'en période de pandémie, beaucoup ne savent pas bien gérer leur stress. ouais, Donc, oh, oui, donc, un infirmier ou une infirmière au triage ne pourrait pas te diagnostiquer d'anxiété parce qu'ils ne sont pas reconnus des psychiatres ou des personnes, parce que c'est facile de dire à quelqu'un, OK, cette personne-là est dépressive, cette personne-là est anxieuse, ou, mm, tu sais, c'est quelque chose qui est souvent répété au triage. J'ai fait des entrevues avec des oui, infirmières là-dessus. oui. Toi, en tant que cardiologue, excuse-moi, là, parce que c'est venu dans mon esprit Non, tantôt. c'est très correct, puis je suis contente en fait que tu me poses la question. Je suis contente que tu me poses la question. C'est un peu comme la même chose pour les ambulanciers. Les infirmières, OK, et les ambulanciers, les infirmières voient des choses. C'est c'est- c'est comme... OK, je sais pas si tu aimes les films de guerre, là, genre. Mais il y a toujours Ouais. comme... Il y a toujours... Mais l'exemple est bon, trust me. Il y a toujours comme le roi, les sergents, whatever, qui sont comme dans le château, comme ça, en train de regarder les gens se battre. Ah, En les bas, tours. Être dans les ouais, tours. OK, Ok, dans les ouais. tours, en train de regarder les gens se battre, ou bien les gens qui, bon, OK. Puis en bas, il y a the real people, frontline, OK? Genre, eux, ils sont sur leur cheval en train de battre, c'est les eux qui foncent dans le tas, OK? Ça, c'est les infirmières. Mhm. Les infirmières sont sur le terrain, tout le temps là. C'est elles qui voient les patients en première ligne. C'est elles qui font le suivi. Moi, j'ai mon patient une fois par journée, ou deux fois, des fois. Elles voient le patient aux 4 à 6 heures. Et tu peux comprendre que dans une même journée, elle peut voir un même patient 4, 5 fois. Fait que leur sens de leur flair clinique, c'est-à-dire leur flair pour détecter certaines choses au niveau médical, et souvent, surtout pour ça, pas toutes les infirmières sont bonnes, mais c'est pas comme si tous les docteurs sont pas bons non plus. Là. C'est que ça, c'est dans n'importe quel métier. Mais les infirmières en général ont un flair qui est pas quelque chose que tu peux apprendre dans les livres. Hmm. Fait que quand une infirmière vient me voir et elle me dit: Ah, docteur Bastiani, tel patient est là, mais sérieusement, je pense que c'est juste de l'anxiété. Ça reste, je prends son information qu'elle m'a donnée, je le mets en données comme dans ma tête. Je vais voir mon patient, je l'évalue comme je fais d'habitude. Puis après ça, avec ce qu'elle m'a dit, avec ce que moi j'ai amassé comme données, là, je fais comme, tu sais quoi, elle avait raison. Mais elle a questionné le patient, elle l'a examiné aussi, les infirmières examinent les patients, puis elles posent des questions aussi, elles prennent le temps aussi. Pendant qu'elle prend une prise de sang, là, elle jase avec le patient. Pendant Ouais. qu'elle est en train de prendre ses signes vitaux, des fois, ou pendant qu'elle est en train d'arranger son lit, ou en train de faire un transfert, ils sont... Pour vrai, l'infirmière, des fois, elle me dit des choses que je suis comme, oh, pour vrai? Oh, il fait ça dans la vie? Oh, je savais pas. Oh, comme elle me dit des informations. Genre. Fait, Mhm. que c'est pour ça que quand une infirmière au triage pas pose un diagnostic, mais euh, Une donne son observation. opinion, fait une observation comme euh, ça arrive qu'elles ont raison. Ça arrive souvent que ce qu'elles ont observé, c'est ça. Parce qu'elles ont de l'expérience et des connaissances aussi. Euh,
surtout les infirmières praticiennes qui travaillent, pour vrai, moi, j'ai certaines de mes infirmières praticiennes, donc ça, c'est les infirmières qui ont fait un bac. C'est comme des résidents. Les résidents, c'est les gens qui étudient pour être en médecine. C'est comme, sont mes résidentes. Elles voient mes patients, elles écrivent une note pour moi, elles font des diagnostics, des fois, on révise ensemble, puis moi, je vois toujours mes patients avec elles, mais ce sont des personnes avec un background médical qui n'est pas médecine, mais qui est assez important. Donc, si une infirmière dit, puis moi, sérieusement, je mettrais ma main au feu que ça n'arrive jamais. Une infirmière ne va jamais avoir l'audace de dire à un patient, c'est juste de l'anxiété ton affaire, tu devrais retourner chez toi. Elle ne peut pas. Et je pense que légalement, elle ne peut pas. Tout patient qui se fait trier à l'urgence devrait voir un médecin. Même si c'est dans 12 heures, il va voir un médecin. C'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'il y a des niveaux d'urgence. L'ordre de priorité de 1 à 6, ouais. Je pense, 1 à 5. Ça dépend des hôpitaux et des provinces. Ouais. Donc, c'est ça. Mais c'est une question intéressante parce que moi, personnellement, je travaille comme ça avec mes infirmières. Mm-hmm. Comme ça. Fait que, ouais. OK. Excuse-moi, c'est parce que maman... Elle a une question. Non, c'est comme... C'est de l'appui, là. Comme, ça fait vraiment ça fait beaucoup de common sense, là, excusez de mon franglais, là. Mm-hmm. Parce que pour ceux qui ont entendu l'entrevue avec les infirmières, puis là, on a une cardiologue, ben là, c'est comme pour combiner l'information, je trouve que c'est tellement une bonne symbiose. J'espère que les gens vont prendre le temps, du papier, crayon, prendre des notes, parce que ça peut éviter d'aller à l'urgence, parfois. Puis, ou faire en sorte que tu vas. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas les hôpitaux, mais tu sais, je peux comprendre aussi, mais ta santé, ta vie est en jeu. Tout à fait. Tu as dit vraiment beaucoup de choses. Merci encore de ton temps, Dr. Bastiani. Ça fait vraiment plaisir. Donc, bon, c'est la fin de notre entrevue aujourd'hui. Vous pouvez la suivre sur Instagram si vous voulez. Elle est souvent, des fois, elle participe dans C'est quoi le bail avec Renzel. Donc, c'est un très beau réseau. Donc, en tout cas, merci encore. Puis, merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment fun. Merci, j'apprécie. All right. Take care. Bye. Bye. Merci. The Pearls of Candice Fuego. Of Candice Fuego.